La trigonométrie. Écoutez ces cris d'effroi, les collégiens en ont peur. Mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Le mot trigonométrie provient simplement du grec. Trigonon qui signifie triangle et métron qui signifie mesure. La trigonométrie correspond donc à l'étude des mesures dans un triangle. Ça tombe bien, parce que pour le coup, au collège, la trigonométrie, on en fait dans des triangles. Et justement, aujourd'hui, je te propose de découvrir 10 secrets totalement incroyables sur la trigonométrie. C'est parti! Les fonctions trigonométriques. On commence en douceur avec les fonctions trigonométriques. Je vais te présenter toute une liste de fonctions trigonométriques et je suis sûr que dans le tas, il y en a certaines que tu ne connais pas. Mais avant de te dresser cette liste, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par Holzkern, mais je te rassure, je ne vais pas en parler tout de suite, on va attendre un petit peu, ça viendra dans la vidéo. Le plus simple pour faire de la trigonométrie, c'est d'abord de tracer ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Par exemple, la première fonction trigonométrique qu'on étudie, c'est par exemple le cosinus. Alors, où se trouve le cosinus ici? Le cosinus va simplement se lire sur l'axe des abscisses lorsque l'on projette le point A sur cet axe. Donc, c'est-à-dire que ici, cette longueur-là, ça sera le cosinus. Tandis que le sinus, cette fois-ci, c'est lorsque l'on projette le point A sur, cette fois-ci, l'axe des ordonnées. Et donc, la longueur en rouge juste ici, ce sera donc le sinus. Bon, il y a une autre fonction que tu connais normalement, c'est la tangente. La tangente qui peut s'exprimer comme le sinus divisé par le cosinus. Et alors, cette tangente, comme son nom l'indique, pour la retrouver ici sur le schéma, il suffit de tracer en fait la droite qui est tangente ici au cercle en le point A. Cette droite-là permet d'obtenir un point ici, et alors la longueur ici en rouge en trait plein, c'est ça, la tangente. Et alors maintenant, sache qu'il existe plein d'autres fonctions trigonométriques. La première, la plus simple que l'on peut lire en fait directement, c'est la cotangente. Et alors en fait, on peut faire l'analogie avec le sinus et le cosinus. Bah oui, ça c'est le sinus, mais en fait le sinus c'est la même longueur que ce qui est en pointillé ici. Du coup, le cosinus, c'est ce qu'on peut lire en fait en pointillé ici juste à côté, c'est ce qui complète le sinus en un certain sens. Bah, la cotangente, c'est ce qui va compléter la tangente. Ici, ce sera la cotangente qui va s'écrire cotane. Ensuite, on a ce qu'on appelle la sécante et la cosécante. Alors, ça va être un peu le même principe. La sécante, elle vient se lire juste ici. Et en fait, la sécante, il y a une formule assez simple. La sécante d'un angle alpha, c'est simplement l'inverse du cosinus de alpha. Tandis que la cosécante vient se lire juste ici. Et la cosécante, c'est l'inverse du sinus. On a aussi la fonction corde qui va être en fait la longueur de ce segment-là. Mais on a en fait plein d'autres fonctions trigonométriques que l'on peut lire un peu partout. Alors, j'ai pas toutes les dessinées parce que ça va faire un schéma vraiment très lourd, mais on a par exemple le sinus verse, le cosinus verse. Mais bon, pour ne pas que tu sois frustré, je te mets à l'écran un petit schéma récapitulatif de toutes les fonctions trigonométriques qui peuvent être utiles. L'horlogerie. Je fais mes études à Besançon, et Besançon est une ville très réputée pour son horlogerie. Je vais donc te proposer une petite énigme qui fait le lien entre la trigonométrie et l'horlogerie. Et la trigonométrie est justement très utile pour modéliser le mouvement des aiguilles dans une montre. Par exemple, sur ma montre Holzkern, étanche et qui fonctionne à l'aide de l'énergie solaire, la petite aiguille met 12 heures à effectuer un tour complet. Sur ma montre Holzkern, fabriquée à partir de bois, ce qui rend mon exemplaire unique et d'acier inoxydable, la grande aiguille met quant à elle 1 heure à effectuer un tour. La trotteuse met quant à elle 1 minute à faire le tour de ma montre Holzkern, ce qui correspond au temps qu'il faut pour régler le bracelet de la montre. C'est vraiment super facile avec les outils que nous envoie la marque dans son magnifique packaging. Il y a même un chronomètre pour faire du sport. Ah d'ailleurs, en parlant de sport, ça fait au moins 1 semaine que j'en ai pas fait. 1 semaine, ça correspond pile au temps qu'il a fallu pour recevoir ma montre. L'entreprise autrichienne créée en 2016 propose une très large gamme de produits, que ce soit des montres pour hommes, ce qui est pas mal pour la fête des pères qui arrive le 16 juin, pour femmes, mais aussi des bijoux, des sacs à main, des lunettes de soleil, etc. Soit plus de 1000 produits différents. Des produits en plus soucieux de l'environnement, puisque le bois utilisé possède une certification FSC. En plus d'être présente sur internet, la marque Holzkern possède plus d'une dizaine de magasins physiques dans plusieurs pays d'Europe, ce qui est une excellente occasion pour rencontrer de vrais conseillers humains avant que l'intelligence artificielle nous remplace. Je rigole pour l'intelligence artificielle, parce que quand on voit ce que nous pond ChatGPT en maths, on n'est pas prêt d'être remplacé. Bref, tout ça pour dire que tout ceci tombe à pic, avec mon lien dans la description et en commentaire épinglé, et avec mon code promo MEDEMATIC qui s'affiche
s'affiche à l'écran, vous pouvez obtenir une magnifique réduction de 10% pour faire vos achats pour la fête des pères, afin que votre papa fasse partie du million de clients déjà satisfaits par Allskern, ou pour obtenir un produit qui vous permettra d'étudier la trigonométrie dans de bonnes conditions. Bon, on récapitule, dans une montre, la petite aiguille met 12 heures à faire un tour complet, tandis que la grande aiguille met 60 minutes à faire un tour. L'énigme est donc la suivante: dans une journée, combien de fois les deux aiguilles, sans compter la trotteuse donc, combien de fois les deux aiguilles vont se superposer? Pour ce faire, il faut évidemment mettre le problème en équation. Et on va tenter de regarder les angles que font la petite aiguille et la grande aiguille en fonction de l'heure. Mais première chose qui va être assez gênant, c'est le fait que, en fait, en trigonométrie, on compte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis en plus, on commence pas vraiment au même endroit, c'est-à-dire que quand on fait de la trigo, en général, on part de ce point de référence pour l'angle 0, alors que dans une horloge, ça serait plutôt ici. Est-ce que c'est vraiment important pour notre énigme? En fait, non, pas du tout, parce que nous, on veut savoir juste le nombre de fois que les aiguilles vont se superposer, mais peu importe finalement d'où on part, et puis si on va à gauche ou à droite. A priori, ça change absolument rien. Donc on va partir du principe qu'à minuit, les deux aiguilles vont faire un angle de 0 radian. Donc P, c'est la fonction qui a une heure de la journée associe l'angle de la petite aiguille, et G, c'est la fonction qui a une heure de la journée associe l'angle de la grande aiguille. Bon, ça c'est juste pour commencer à visualiser, mais ça nous sert à rien. Il faut déterminer P de T et G de T pour tout T. Alors pour la grande aiguille, ça va être assez simple, parce que chaque heure, la grande aiguille va effectuer un tour complet, donc va en fait parcourir un angle de 2π. Donc G de T, naturellement, ça va être égal à 2πt. P de T, un peu plus complexe là, puisque la petite aiguille, en une heure, elle va pas effectuer un tour complet, elle va effectuer en fait un 12e de tour. Donc naturellement, P de T, ça sera 2πt sur 12, autrement dit, c'est la même chose, si on simplifie, que pi sur 6 t. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que les deux aiguilles sont superposées. Cela signifie quoi pour P de T et G de T? Alors on pourrait croire que ça signifie que P de T est égal à G de T. Ouais, mais non, parce que quand on raisonne en trigonométrie avec des angles, lorsqu'on fait un tour complet, c'est comme si on revenait au même point, et ça, on ne le remarque pas forcément avec les expressions de nos fonctions. En réalité, ce que l'on veut, c'est une congruence. On veut que P de T soit congru à G de T modulo 2π. L'énigme des aiguilles est donc équivalente à résoudre P de T congru à G de T modulo 2π, et pour T entre 0 et 24, avec 24 exclu. On veut en fait résoudre ceci: P de T est égal à G de T plus 2k pi. Alors encore faut-il savoir que vos k, k en fait ça va correspondre au nombre de tours maximum que peut faire en fait l'une des deux aiguilles. Pour le coup ça serait donc la grande aiguille qui peut faire jusqu'à 24 tours dans une journée. Donc en fait le k il va être du coup soit entre 1 et 24, soit entre 0 et 23. On va plutôt prendre entre 0 et 23, et ça sera évidemment un entier. Et maintenant on peut résoudre. Ceci c'est vrai, donc si et seulement si, on va raisonner par équivalence. On remplace P de T et G de T par leurs expressions. En passant tout du même côté et en factorisant, on obtient pi sur 6 moins 2π fois T est égal à 2k pi. Et en divisant par pi sur 6 moins 2π qui est non nul, on obtient T qui est égal à 2k pi sur pi sur 6 moins 2π. On obtient donc que T est égal à 2k sur 1 sixième moins 2, ou encore que T est égal à 12k sur 1 moins 12, ou enfin que T est égal à moins 12k sur 11. Alors on a juste un moins qui nous gêne, T égale à moins 12 onzième de k. Simplement ce moins apparaît en fait naturellement parce qu'on compte dans le sens inverse de la trigonométrie. En fait on compte dans le sens anti-trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Erratum, en fait la vraie raison pour laquelle il y a un moins qui apparaît, c'est simplement que j'ai compté la congruence en quelque sorte dans le mauvais sens. En fait ici j'ai écrit un plus alors qu'il aurait plutôt fallu mettre un moins, puisque le décalage entre la grande aiguille et la petite aiguille se fait dans l'autre sens. Alors bon, ça ne change vraiment pas grand-chose, en fait ça change même strictement rien, on peut enlever le moins. Simplement quand on obtient du coup la forme des solutions ici, t égale 12 onzième de k, la question que l'on doit se poser c'est, ok, du coup il y en a combien des solutions, parce que ça dépend évidemment de k. K c'est un entier entre 0 et 23, mais on a une condition pour notre énigme, c'est que t il doit être entre 0 et 24 exclus. Si jamais on dépasse 24, ça ne marche plus. Pour ça il suffit de regarder, quand k vaut 0, c'est bon, on a t égale 0,
on est bien dans notre intervalle. Quand k égale 1 aussi, pour k égale 21, 12 onzièmes de 21. 21 sur 11, c'est plus petit que 2, qui fait que 12 sur 11 fois 21, ça va être plus petit que 12 fois 2, c'est-à-dire plus petit strictement que 24. On sera donc toujours dans l'intervalle pour k égale 21. Par contre, pour k égale 22, 22 sur 11, ça fait 2, 12 fois 2, ça fait 24, sauf que 24 est exclu de notre intervalle, donc on n'est plus dans l'intervalle. On a donc combien de k qui vont fonctionner? On en a 22. On a tous les cas entiers entre 0 et 21. La réponse à l'énigme est donc 22. Les aiguilles vont se superposer 22 fois. Et ça, bien sûr, on peut le vérifier tout de suite avec ma montre Holzkern. Il est minuit, toutes les aiguilles sont superposées, la trotteuse aussi, mais bon, ça, on s'en fiche. Et je vais pouvoir commencer à tourner. Donc déjà, on a une superposition. Là, on arrive à la deuxième superposition. Il est donc un peu plus d'1 heure du matin. Il n'est pas exactement 1 heure du matin. On peut continuer à tourner. On arrive ici à la troisième superposition. On peut continuer. Et attention, là on arrive à la 11e superposition. Vous voyez, là il est en fait presque 11 heures. Il n'est pas exactement 11 heures si on regarde bien. Donc entre minuit inclus et midi exclu, on a pu faire 11 superpositions. Donc en une demi-journée, il y a eu 11 superpositions. On peut donc se douter qu'évidemment, en une journée complète, il y aura bien 11 fois 2, c'est-à-dire 22 superpositions. Et voilà, on arrive à la 22e superposition. Il est donc presque 23 heures, d'accord? Pas exactement. Mais évidemment, si on continue encore un tour, là, on arrive à la 23e superposition. Mais il est minuit du lendemain, donc on n'est plus sur la même journée, bien évidemment. Il y a donc bien eu 22 superpositions des deux aiguilles. La trigonométrie hyperbolique. Il existe une trigonométrie un peu différente que l'on appelle la trigonométrie hyperbolique. Les trois fonctions hyperboliques les plus connues, ce sont naturellement le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique et la tangente hyperbolique. Les fonctions hyperboliques se définissent à l'aide de la fonction exponentielle. Voici donc les expressions ici des différentes fonctions hyperboliques, en tout cas les plus connues. Et alors de la même manière que les fonctions trigonométriques circulaires, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente, qu'on a vu au tout début de la vidéo, de la même manière que ces fonctions-là peuvent se visualiser sur un graphique, un schéma avec un cercle, ces fonctions-là peuvent se visualiser à l'aide justement d'un schéma avec une hyperbole. L'hyperbole que tu connais, c'est évidemment la courbe de la fonction inverse, et c'est justement elle qui va nous servir à définir les fonctions hyperboliques, puisque lorsque tu effectues une petite rotation de la courbe représentative de la fonction inverse, tu vas pouvoir retrouver les fonctions hyperboliques. Je te mets un petit schéma ici à l'écran pour mieux t'y retrouver. Je ne vais pas beaucoup plus m'attarder sur ces fonctions hyperboliques, mais sache qu'elles sont vachement utiles, et tu vas comprendre d'ailleurs un peu le lien qu'on a avec les fonctions trigonométriques circulaires un peu après. Les propriétés fonctionnelles. Lorsque l'on étudie les fonctions trigonométriques, ce qu'on adore étudier, c'est quelques propriétés de ces fonctions, notamment la parité ou l'imparité des fonctions, mais aussi la périodicité. Premièrement, lorsque l'on dit qu'une fonction f est paire, cela signifie que f de moins x, c'est égal à f de x. C'est-à-dire le fait d'opposer en fait l'argument, ça ne change strictement rien à l'image de la fonction. Alors graphiquement, qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement qu'il y a une symétrie axiale, d'accord? L'axe des ordonnées est en fait un axe de symétrie pour la courbe de la fonction. Et un truc très étonnant, c'est que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Si tu regardes effectivement la courbe de la fonction cosinus, tu remarqueras que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Et on a bien la formule suivante, le cosinus de moins x est égal à punaise. Le cosinus de moins x, c'est égal au cosinus de x. Et alors maintenant, une fonction impaire, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que cette fois-ci, f de moins x est égal à moins f de x. Et graphiquement, on se rend compte qu'on a toujours une symétrie, mais cette fois-ci une symétrie centrale. Et ce qui est étonnant, c'est que la fonction sinus est une fonction impaire.
faire sinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. Maintenant, pour ce qui est de la périodicité, alors ça c'est un peu autre chose. En fait, la périodicité, ça signifie que la fonction se répète en fait en boucle. Et alors si tu regardes les fonctions sinus et cosinus, eh bien elles ont une période qui est égale à 2π. Ça signifie que tous les 2π, les fonctions vont se répéter. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué dans notre énigme sur l'horlogerie, mais au moins c'est bien de mettre un nom sur ce que c'est. Par contre, attention, la tangente c'est le sinus sur le cosinus. Ouais, mais ça veut pas dire que la tangente déjà est périodique, et ça veut pas forcément dire que la tangente, sa période, c'est 2π. Et pour le coup, effectivement, faut faire gaffe parce que la tangente est bien périodique, mais par contre sa période est égale à π. Cela signifie qu'on a les égalités suivantes. Les unités d'angle. Quand on fait de la trigonométrie, on peut raisonner en différentes unités. Alors, la première unité qu'on apprend en primaire et au collège, ce sont les degrés. Ok, mais plus tard, au lycée, on étudie principalement les radians. Ok, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, les degrés, les radians? C'est quoi la meilleure unité? Et surtout, pourquoi un tour complet, c'est 360 degrés ou 2π radians? Bon, alors, le plus simple, pour le coup, ce sont les radians. Pourquoi? Parce que, en fait, 2π radians, ça correspond à quoi? Ça correspond à la circonférence d'un cercle de rayon 1, c'est-à-dire la circonférence du cercle trigonométrique. Et oui, la formule de la circonférence du cercle, c'est quoi? C'est 2πr. Si r est égal à 1, parce que le rayon vaut 1, ici pour r égale 1, ça vaut 2π. Hop, tour complet, 2π. Par contre, le 360 degrés, il vient d'où? Figure-toi que le 360, ce n'est qu'une convention. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dit qu'un tour complet, ça fait 360 degrés. Ça, c'est juste quelque chose qui a été décidé de façon totalement arbitraire, et bon, il y a quand même une raison à cela. En fait, 360 a quand même une propriété arithmétique assez sympa, c'est que 360, il a beaucoup de diviseurs. Et oui, un diviseur de 360, c'est un nombre qui, si on divise 360 par ce nombre, ça reste un nombre entier. Et le fait que 360 ait beaucoup de diviseurs, je t'en dresse d'ailleurs la liste actuellement à l'écran, ça fait que si l'on veut découper un cercle de façon équitable, par exemple une pizza, si on veut découper des parts de pizza, eh bien il existe beaucoup de façons de découper ce cercle de façon à ce que les angles obtenus de chaque part restent des nombres entiers. Le fait qu'un tour complet fasse donc 360 degrés, ce n'est donc qu'une convention qui permet de découper des pizzas plus facilement. Et alors le savais-tu, il n'y a pas que les degrés et les radians, il y a aussi les grades. Les grades que l'on note en fait GON ou GR, un tour complet correspond à 400 grades. Alors c'est une unité qui est aujourd'hui très peu utilisée, mais qui a été utilisée pendant quelques temps quand même, par la marine notamment. Les fonctions réciproques. Sur ta calculatrice, à côté ou au-dessus des touches sinus, cosinus, tangente, tu as sans doute accès à d'autres fonctions qui sont parfois appelées asine, acos, atane, ou parfois c'est écrit aussi sin -1, cos -1, tan -1. Ces fonctions sont appelées en fait des fonctions réciproques des fonctions cosinus, sinus et tangente. Réciproque, cela signifie que ça permet d'annuler en fait la fonction dont c'est la réciproque, c'est-à-dire que l'arc cosinus permet de supprimer le cosinus. C'est-à-dire que l'arc cosinus du cosinus de x, c'est égal à x. Alors ça, attention, en fait, c'est pas vrai. En fait, pourquoi c'est pas vrai? Tout simplement parce que la fonction cosinus n'est pas ce qu'on appelle bijective. Autrement dit, en fait, pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un et un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Et c'est pas vrai pour la fonction cosinus qui est, périodique. Tiens, c'est pour ça qu'on en a parlé un peu avant. Le fait que la fonction cosinus se répète, ça fait que il n'y a pas un unique antécédent à chaque fois, on revient plusieurs fois à la même ordonnée, ce qui fait qu'on n'a pas une fonction bijective, et donc l'arc cosinus n'est pas vraiment la fonction réciproque du cosinus. En fait, c'est la fonction réciproque du cosinus uniquement sur un intervalle bien précis, et cet intervalle, c'est 0, pi. Et ça, on peut le comprendre assez facilement avec un schéma. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'angle 0 radian, et puis le cosinus va varier, en fait, jusqu'à l'angle ici, pi, d'accord? Et effectivement, on a un cosinus différent pour tous les angles entre 0 et pi. Par contre, dès que le point va dépasser ici le pi, dès qu'il va revenir par là, en fait, c'est un cosinus qu'on aura déjà rencontré, puisque si on revient ici, on a la même abscisse, on a vu une abscisse déjà rencontrée. Donc la fonction cosinus est bien bijective sur l'intervalle 0 pi, c'est bien pour ça
ça ici que l'arc cosinus, par convention, hein, ce truc-là est vrai pour x entre 0 et pi, mais on aurait pu prendre un autre intervalle où c'était vrai, par exemple entre pi et 2pi, hein, ça aurait été vrai aussi. Alors pour le sinus, cette fois-ci, comme on regarde l'ordonnée, en fait ça va pas être entre 0 et pi, mais ça va être donc, hop, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et alors la fonction tangente, elle est bijective entre moins pi sur 2 et pi sur 2 également, ce qui fait donc que l'arc tangente de la tangente de x est égal à x, pour x également entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Par contre, les fonctions arc cosinus et arc sinus sont définies entre moins 1 et 1, et maintenant pour l'arc tangente, en fait l'arc tangente est défini sur R. Je te mets à l'écran le graphe de toutes ces fonctions, de l'arc cosinus, de l'arc sinus et de l'arc tangente, et je te mets aussi quelques autres formules très intéressantes, notamment le sinus de l'arc cosinus et le cosinus de l'arc sinus, qui permettent en fait d'obtenir des équations de demi-cercle, hein, la racine de 1 moins x carré. Si on trace la courbe de ce truc-là, on obtient, tu le vois, un demi-cercle. Les nombres complexes. Allez, on commence à rentrer dans les choses un peu complexes, et c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler des nombres complexes. Allez, je vais pas te faire un cours sur les nombres complexes, mais je vais rappeler les fondamentaux. I, c'est donc une unité imaginaire, d'accord, qui, en fait, vérifie la propriété incroyable, I au carré est égal à moins 1. Eh bien, sache que la trigonométrie se retrouve également chez les nombres complexes. Si je prends un nombre réel x, eh bien, l'exponentielle de ix, donc là, on fait apparaître de l'exponentielle complexe, ça paraît bizarre, mais ça existe, eh bien, ça, c'est tout simplement égal au cosinus de x plus i fois le sinus de x. Et là, on se dit, mais ok, c'est super intéressant, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert par exemple à obtenir des formules pour le cosinus et le sinus à l'aide d'exponentielles complexes. Et là, regarde, je t'ai donné deux formules pour calculer des cosinus et des sinus. Ça, c'est quand même incroyable. Et si tu regardes bien, tu remarqueras que ces formules ressemblent étrangement aux formules des fonctions hyperboliques que je t'ai présentées il y a quelques temps maintenant. Et alors, sache que ces formules sont absolument incroyables. Elles sont utiles dans énormément de cas et permettent de démontrer des tas et des tas de formules, notamment de linéarisation. La première formule que l'on peut démontrer à partir de ces formules, c'est l'identité de l'aire. Exponentielle i pi plus 1 est égal à 0. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent la plus belle formule des mathématiques. Et alors, comment on la démontre? On se sert de ça. Il suffit de remplacer simplement le x par pi. Cosinus de pi, on fait un petit cercle trigonométrique. Ici, on a le 0. Ici, on a pi. Le cosinus, donc, ça se lit sur l'axe des abscisses. Le cosinus, il vaut donc moins 1, d'accord. Le sinus de pi, maintenant, on regarde sur l'axe des ordonnées ici, c'est 0. Moins 1 plus 0 plus 1, ça fait 0. Tac, on a démontré l'identité de l'aire. Mais je te le dis, ça c'est une formule parmi plein d'autres. Il y a vraiment des tas et des tas de formules, notamment le cosinus de a plus b. Tout ça peut se démontrer à l'aide uniquement de ce truc-là, à l'aide de l'exponentielle complexe, l'exponentielle de ix qui vaut cosinus x plus i sinus x. Je recommande d'ailleurs fortement cette magnifique vidéo d'Olgen qui donne un grand formulaire de trigonométrie. Les séries de Fourier. Ah, on va rentrer dans de la vraie analyse, et même de l'analyse qui va se rapprocher un peu de la physique. Je suis vraiment désolé, je déteste ça aussi, mais bon, on n'a pas le choix. L'analyse de Fourier correspond à l'étude plus ou moins des polynômes trigonométriques, et c'est quelque chose qui a été plus ou moins introduit non pas vraiment par Fourier, mais par en fait Cauchy. Cauchy qui, en fait, historiquement, avait démontré des théorèmes, un peu faux, et même complètement faux. Cauchy manquait finalement un peu de rigueur et avait notamment réussi à démontrer que une somme infinie de polynômes trigonométriques donnait forcément une fonction continue, ce qui est complètement faux. En fait, quelque chose que l'on a découvert, c'est que toutes les fonctions, en fait, périodiques, par exemple des fonctions créneaux, ici, pouvaient être approchées presque partout, c'est-à-dire partout sauf en un nombre éventuellement fini ou dénombrable de points, par une suite de polynômes trigonométriques. Alors qu'est-ce qu'on appelle un polynôme trigonométrique? C'est simplement une combinaison linéaire de fonctions trigonométriques, sinus et ou cosinus. Je te mets justement à l'écran une approximation d'une fonction créneau via une série de polynômes trigonométriques, que l'on appelle donc une série de Fourier. Et donc tu t'en doutes, ça c'est très utile en physique, notamment pour tout ce qui est traitement du signal. Alors je ne vais pas te développer l'aspect physique qui se cache derrière ça, j'en suis complètement incapable, mais je vais te donner quelques petites formules qui font peur, notamment cette formule-là. Ça, c'est la formule qui permet justement d'approximer une fonction f via une série de polynômes trigonométriques. Et donc, tu vois, dans la formule, on a besoin même de calculer des intégrales. Et si tu veux un peu plus de
de détails sur l'analyse de Fourier, eh bien on a Science for All qui a fait une excellente vidéo il y a quelques années, ça commence à dater maintenant. Les séries de Fourier ont notamment permis à Georges Cantor, que j'adore évidemment, de créer sa théorie des ensembles, puisque c'est en étudiant les séries de Fourier, et notamment les points sur lesquels les fonctions sont égales ou non à leur série de Fourier. En étudiant ces points-là, il en a déduit qu'on pouvait effectuer des dérivés de certains ensembles, bref, des trucs un peu bizarres. Et en dérivant des ensembles un certain nombre de fois, et même parfois une infinité de fois, il s'est rendu compte qu'il y avait une certaine arithmétique de l'infini qui se cachait derrière tout ça. Il s'est alors demandé, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin dans cette arithmétique de l'infini et créer, voilà, des opérations sur les infinis, voire même vérifier s'il n'existe pas des infinis plus grands que d'autres. C'est là qu'il a eu besoin de formaliser la théorie des ensembles, et c'est ce qu'il a fait, et on l'en remercie. L'analyse de Fourier a permis d'autres découvertes, notamment en ce qui concerne ce que l'on appelle les épicycloïdes, et de manière générale, toutes les courbes planes continues bornées. Ce qu'on appelle une courbe plane continue et bornée, c'est simplement, en gros, un dessin, d'accord, hop, hop, je dessine, voilà, magnifique, tac, tac, et puis peut-être que ça se referme ici, ou peut-être pas, peut-être que ça continue, mais en tout cas, c'est continu, c'est-à-dire que je peux la tracer sans lever le feutre, et évidemment, c'est borné, c'est-à-dire que ça ne sort pas d'un certain cadre, évidemment, il y a un moment donné où ça part pas à l'infini. Et toutes ces courbes-là peuvent être dessinées, ou du moins approchées, par des combinaisons linéaires à nouveau de fonctions trigonométriques, qui seront en fait des courbes paramétriques, c'est-à-dire qui dépendent d'une variable t, et on a l'abscisse et l'ordonnée qui vont varier. Je mets également à l'écran, et je mettrai dans la description, une excellente vidéo d'LJJ qui évoque ce sujet-là, en parlant notamment de l'éléphant de Fermi et de von Neumann. Et oui, on peut dessiner des éléphants avec de la trigonométrie. Les développements en série entière. Je t'ai parlé un peu plus tôt des polynômes trigonométriques, sache que les fonctions trigonométriques elles-mêmes peuvent être approchées par des polynômes. Avec l'analyse de Fourier, on pourrait donc faire des polynômes trigonométriques, donc avec des polynômes, donc des polynômes de polynômes, bref, ça commence à devenir un peu chelou. Mais ça, c'est pas de la magie, c'est en fait simplement le théorème de Weierstrass. Ce théorème nous dit que toute fonction continue sur un segment peut être approchée par une série de polynômes. En tout cas, je te mets à l'écran le développement en série entière du cosinus, du sinus. Je te mets aussi celui de l'arc-tangente, qui est très connu. Et sache que tout ceci nous permet de calculer super facilement les dérivées et les primitives de ces fonctions. Bah oui, les dérivées de polynômes, on sait faire. En dérivant les séries entières, on obtient assez facilement que la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus, et que la dérivée du sinus, c'est égal au cosinus. Et alors ces histoires de développement en série entière, c'est super pratique pour résoudre notamment des équations différentielles. Moi franchement, mon équation différentielle préférée, c'est celle-ci, y' plus y est égal à 0. Eh bien, les solutions de cette équation différentielle sont simplement les combinaisons linéaires de cosinus et de sinus. Allez, et parce que je suis sympa, je te donne une autre équation différentielle avec cette fois-ci des fonctions hyperboliques. Sache que cette équation, juste en remplaçant le plus par un moins, les solutions, c'est à peu près la même chose, mais avec des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques. Le nombre de Doty. Bon, je suis d'accord, si t'es en post-bac, ça fait sûrement quelques minutes que tu t'ennuies un peu parce que t'as pas découvert grand-chose. Mais là, je vais sûrement te parler d'un truc que tu ne connais pas. Allez, je te donne une petite équation à résoudre, elle est vraiment toute bête, c'est cette équation-là. Franchement, super simple, cosinus x égale x. C'est bon, t'as trouvé ? T'as trouvé ? À mon avis, si t'as trouvé, c'est qu'il y a une douille. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas la résoudre, cette équation. Et oui, on ne sait pas résoudre cette équation, alors que pourtant, elle est vraiment toute bête. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation au point fixe, c'est-à-dire on essaye en fait de trouver les points fixes de la fonction cosinus. Les points fixes de la fonction cosinus, on sait qu'il y en a un et un seul, mais par contre, on ne le connaît pas. Mais bon, on sait qu'il existe, on peut en trouver une solution approchée, c'est-à-dire en faisant de la dichotomie, si c'est plus grand, on réduit, si c'est plus petit, on augmente, et comme ça, on trouve de façon approchée la solution. On peut le faire d'ailleurs sur un ordinateur, avec Python par exemple, et comme ça, de fil en aiguille, on trouve des décimales. Et on obtient à peu près 0,739. Mais bon, on n'a pas toutes les décimales, parce que pour le coup, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une infinité, et qu'en plus, elle ne se répète pas. Puisqu'on a le théorème d'Hermite-Lindemann qui nous dit justement que, ce nombre-là ne peut pas être rationnel.
rationnel. Et même pire, qui ne peut même pas être algébrique. Ce nombre est transcendant, un peu comme pi, c'est-à-dire qu'on va trouver toutes les séries finies de décimales à l'intérieur de ces décimales. Et en fait, ce nombre, on lui a donné un nom, c'est le nombre de Doty. Alors, un truc super intéressant avec ce nombre, c'est que ce nombre de Doty est un point fixe attracteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur ta calculatrice, si tu prends un nombre réel quelconque, je sais pas, admettons 73, et que tu appuies sur la touche cos, ça va te donner un nombre, ok? Et si tu rappuies sur la touche cos une deuxième fois, puis une troisième fois, une quatrième, une cinquième, etc., et en fait une infinité de fois, eh bien tu vas te rapprocher du nombre de Doty, quel que soit le nombre de départ que tu as choisi. Et ça, c'est incroyable. Et voilà, je t'ai présenté 10 secrets sur la trigonométrie. J'espère maintenant que ce mot te fait un peu moins flipper. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, au collège, je vais te dire franchement, la trigonométrie, ça me faisait vraiment pas kiffer. Mais depuis que j'ai découvert tous ces petits faits un peu surprenants, eh ben je me suis mis quand même à aimer ça. Un grand merci à Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon lien dans la description et mon code promo MEDEMATIC, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur tout achat sur leur site internet.